La première heure des hommes a été donnée par le soleil, plutôt par l'ombre portée d'un style ou tige, symbolisée ici par un obélisque. Voyons maintenant quelques cadrans solaires de la collection du musée. Les hommes n'ont cessé depuis la haute antiquité d'essayer de comprendre l'univers et de démontrer son organisation. De conceptuel, le modèle de l'univers de Ptolémée est devenu concret grâce à l'humaniste Giovanni Dondi, astronome et physicien, qui construisit à Padoue au milieu du XIVe siècle une horloge complexe, l'astrarium, qui reproduit le mouvement des planètes selon le système alors en vigueur, le géocentrisme. La Terre et son satellite, la Lune, occupent le centre de l'univers et les planètes tournent autour d'elle sur des trajectoires complexes reproduisant la vision de leur mouvement tel qu'on l'observe depuis la Terre. Regardons maintenant la reconstruction exposée ici de l'astrarium de Giovanni Dondi, malheureusement disparu au courant du XVIe siècle, reconstruction exécutée par Luigi Pipa, horloger milanais, en 1985. C'est donc le chanoine et astronome polonais Nicolas Copernic, dans l'ouvrage qu'il a publié l'année de sa mort en 1543, Des révolutions des sphères célestes, qui avance la théorie de l'héliocentrisme. Le Soleil est au centre de l'univers. Les planètes, dont la Terre, tournent autour de lui. Ainsi, après 15 siècles d'immobilisme, le modèle de l'univers change, avec toutes les conséquences que cela implique, tant au niveau philosophique que religieux. Il faudra cependant attendre la fin du XVIe siècle et les théories sur la course elliptique des planètes de l'astronome allemand Johannes Kepler pour avoir un modèle de l'univers conforme à la réalité. Admirons donc maintenant ce superbe planétaire du XIXe siècle construit par l'horloger chaudefonnier François Ducommun. Le système solaire y est parfaitement représenté avec les planètes connues à l'époque. Manque donc encore Neptune, découverte en 1846, et la controversée Pluton, découverte en 1929. L'acquisition de la précision a été la recherche la plus importante en horlogerie. Les premières horloges et les montres portables n'étaient pour le moins pas précises. Des écarts de marche importants obligeaient de fréquentes et journalières mises à l'heure. Le cadran solaire était souvent le compagnon fidèle qui permettait cette remise à l'heure. Galilée, en 1638, a le premier démontré les lois du mouvement du pendule que Huygens appliqua en 1656 à l'horlogerie. Ce corps pesant qui oscille selon une durée constante permit de contrôler le mécanisme d'échappement du mouvement de l'horloge, lui apportant ainsi la précision. Il fallait maintenant aussi amener la précision dans la montre. C'est ce que fit encore le savant hollandais Christian Huygens en inventant le balancier régulateur à ressort spiral, dit spirale réglant, en 1675. Transposition du mouvement du pendule en un mouvement rotatif, cette innovation, une sorte de volant mobile autour d'un axe ramené à sa position d'équilibre par un ressort spiral, donna enfin la précision à la montre. Pénétrons encore plus avant dans la précision. Et penchons-nous sur le problème qui occupa tous les grands horlogers du XVIIIe siècle. La précision de la mesure du temps en mer et la détermination de la longitude. Connaître sa position, c'est éviter les naufrages, les perditions, et gagner les batailles à une époque où la suprématie en mer est synonyme de pouvoir et de richesse. Ainsi, le Parlement britannique et la reine Anne lancèrent un concours en 1714 doté d'un prix de 20 000 livres pour récompenser l'horloger qui arriverait à garantir à son chronomètre une fiabilité parfaite. C'est John Harrison qui, avec son chronomètre H4, remporta en 1765 ce concours et obtint finalement la totalité du prix en 1773. Comment ça marche ? Le chronomètre gardien de l'heure du méridien du port de départ va permettre au capitaine du navire de comparer l'heure définie par l'observation du soleil ou des étoiles en un point donné et de déduire ainsi sa position. Si le musée ne possède pas de chronomètre de marine de Harrison, il conserve l'un des premiers chronomètres de marine de Ferdinand Berthoud, horloger mécanicien du roi et de la marine,
suisse, originaire du Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel, qui travailla en parallèle avec l'horloger anglais pour résoudre le problème de la détermination de la longitude. C'est avec des chronomètres semblables que Lapérouse explora le monde sur ses vaisseaux l'Astrolabe et la Boussole avant de disparaître lors d'un naufrage au large des îles Salomon dans le Pacifique Sud. Voyons maintenant une reproduction moderne installée sur un dispositif qui imite les mouvements de tangage et roulis des navires, démontrant ainsi la parfaite horizontalité gardée à l'horloge, évitant ainsi les écarts de marche. Continuons notre voyage dans la précision et découvrons au passage le grand horloger Abraham-Louis Breguet, autre neuchâtelois d'origine, dont les travaux ont permis au garde-temps d'acquérir une fiabilité et une précision importantes. Le système dit du pare-chute, dont certaines de ses créations étaient dotées, évitait au mouvement de s'arrêter lors de chute, alors que le complexe tourbillon assurait une régularité de la marche dans toutes les positions de la montre. Arrêtons-nous enfin auprès de Charles-Édouard Guillaume, prix Nobel de physique en 1920, qui grâce à ses alliages l'invar et l'élinvar permit aux montres mécaniques d'acquérir une parfaite précision. Les particularités de ces alliages, invariabilité aux influences thermiques pour l'un et élasticité invariable pour l'autre, ont résolu beaucoup de problèmes de la précision des horloges et montres, principalement la compensation thermique qui fut si difficile à résoudre pour les chronomètres de marine soumis à tous les temps. Dilatation et contraction des métaux freinant ou accélérant la marche des mécanismes provoquaient bien évidemment des perturbations.